Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief. Israël vient donc s'ajouter à la liste de plus en plus longue des États reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Dans sa désormais fameuse lettre adressée à Sa Majesté le Roi le 17 juillet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou informe le souverain de la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara. Il ajoute que cette décision d'État sera transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques. Enfin, Benjamin Netanyahou porte à la connaissance de Sa Majesté le Roi qu'Israël examine positivement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla. La réponse du roi Mohammed VI est tout aussi fameuse, soulignant que la décision de l'État d'Israël est importante, juste et clairvoyante. Cette décision, précise le souverain, intervient à un moment particulier des relations entre les deux États, tant sur le plan politique institutionnel qu'économique ou encore commercial. Invitant le Premier ministre israélien à venir en visite au Maroc, Sa Majesté précise que ce serait là une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l'esprit le contenu de la déclaration tripartite signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien. Fin de citation. Avec nous, pour commenter cette très importante actualité, Ali El-Harichi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Aziz. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques à l'Université Mondiapolis à Casablanca. Zakaria Abou-Tahab, merci aussi d'être avec nous. Avec plaisir, c'est Aziz. Bonsoir, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Messieurs, spontanément, donc, sans question, votre réaction, votre ressenti à cette nouvelle reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, signification et portée de la décision, avant d'entrer dans le détail. À vous, Ali El-Harichi. Donc, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara par l'État d'Israël est une démonstration majestueuse de la politique étrangère éclairée, de la diplomatie tracée par Sa Majesté, le roi Mohammed VI, qui va de victoire en victoire. Après, c'est-à-dire la position inébranlable des États-Unis, nous avons vu le soutien favorable de l'Espagne, de l'Allemagne, des Pays-Bas et d'autres pays. S'ajoute à cela l'ouverture de presque 30 consulats au niveau des perles marocaines du Sud, l'Ayoun et Dakhla, que ce soit par des pays frères africains, arabes ou des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, avec tout cela, nous voyons que le Maroc, dans sa diplomatie, dans cette politique étrangère tracée par Sa Majesté qui est vraiment éclairée, les résultats, ils sont là. Aujourd'hui, Israël, qui est une puissance, qui fait partie des puissances dans la communauté internationale, vient s'ajouter à d'autres pays. Et cela nous réconforte dans le sens où la légitimité du Maroc elle est reconnue partout dans le monde. Ça commence à être de plus en plus partout une décision, une diplomatie, comme vous l'avez dit, Ali El-Harichi, une diplomatie calme, apaisée, sereine. Et comme l'avait dit le ministre Boletta, nous on ne parle pas, on ne dit rien, on fait les choses. Commentaire préliminaire, Zakaria Abou-Tahab. Tout à fait. D'abord, c'est une décision intelligente, à mon sens. Ça a été exprimé par Sa Majesté le Roi par le terme, l'expression clairvoyante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas partie de rien. On va y revenir à ça. Elle s'inscrit dans le cadre d'un paradigme sociologique à l'œuvre que la communauté internationale a fait sienne, dans le sens où aujourd'hui le plan marocain d'autonomie gagne du terrain et en même temps la marocanité du Sahara n'est plus un secret pour personne. Et donc la jonction avec aussi l'autre point qui a été évoqué dans le message royal, c'est qu'elle conforte la justesse de la cause marocaine, les droits irréfragables du Maroc par rapport à l'historicité de son Sahara et en même temps la centralité de la question. Et donc, je crois que le gouvernement israélien a vu juste, a analysé la dimension, on va dire, processuelle de ce conflit. Deuxième aspect très important, c'est qu'elle est proactive dans le sens où également elle a diagnostiqué l'état des lieux. D'abord, Dakhla qui devient une sorte de hub régional, plateforme régionale, voire même continentale. Et donc, du coup, il me semble qu'Israël voudrait bien s'adosser à cette dynamique plurielle. Et en même temps, pour le Royaume du Maroc, évidemment, au-delà du numérique, ce n'est pas un État est égal à une voix. Pour cela, il faut adopter du qualitatif, parce que quand même, Israël, nous avons avec ce pays beaucoup de coopération multidirectionnelle, et cette reconnaissance ne vient que confirmer cette tendance et à ouvrir des perspectives plus sécurisées
ou sécurisante par rapport aux investissements qui peuvent être projetés au niveau des provinces du sud du Maroc. C'est ce qui a été dit justement. Ali El-Harichi, on précise, alors la lettre de Benjamin Netanyahu, Sa Majesté, précise que c'est une décision d'État. Ça montre l'irréversibilité. Oui, bien sûr. Vous savez, dans un sens doctrinal de droit international, la reconnaissance, elle vient, c'est-à-dire comme un acte unilatéral qui est fait par un État pour un autre État ou pour une position ou pour une situation et qui détermine les effets et les conséquences, c'est-à-dire juridiques de cette reconnaissance et les obligations, c'est-à-dire les effets pas plus sur l'auteur que sur celui qui reçoit donc la reconnaissance. Dans ce sens-là, et d'ailleurs la lettre du Premier ministre de l'État d'Israël, elle est très claire. Et il dit elle produit c'est-à-dire cette reconnaissance qui est formelle et expresse et non pas seulement implicite, elle produit des effets, d'ailleurs il le dit dans sa lettre, en disant il sera reflété dans tous les actes et les documents pertinents donc, du gouvernement israélien. Mais c'est ça, c'est-à-dire... Non, le fait qu'il précise que c'est une décision d'État. Oui, c'est une décision d'État parce que le phénomène, la reconnaissance, ça peut se faire pour un État, ça peut se faire pour une situation, et c'est ce qui a été fait, et pas n'importe qui, c'est le Premier ministre de l'État d'Israël. Donc il représente l'État. Ce n'est pas une promesse, c'est une reconnaissance expresse, donc elle a tous les effets juridiques qui vont suivre avec. Et d'ailleurs, il y a une très bonne définition de M. Rouda, qui était juge à la Cour internationale de justice, qui définit cette reconnaissance et ses effets. Donc, ses effets, et c'est ce qu'on voit dans la lettre du Premier ministre, c'est-à-dire M. Netanyahou. Et donc, ces effets, donc, il n'y a pas d'irréversibilité. C'est-à-dire qu'il engage l'État d'Israël au vu de l'importance de la personne qui a envoyé la lettre, donc le Premier ministre. Alors, Zakaria Boutab, en termes de relations internationales, que signifie cette partie de la lettre du Premier ministre israélien? La dite décision sera transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques. Si c'est précisé dans sa lettre, c'est que ça doit avoir une valeur quelconque que vous aurez la gentillesse de nous expliquer. Absolument, et rapidement, quand on dit les conventions internationales, vous savez, elles peuvent prendre beaucoup d'expressions, modus vivendi, protocole, convention, traité, échange de lettres. Pour les actes unilatéraux, ils n'ont pas été cités dans l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, qui avait défini une sorte de summa divisio, c'est-à-dire les conventions, la coutume, les principes généraux de droit. Ensuite, la jurisprudence qui fait date, bien entendu, ce qu'on appelle les principes de droit. Vous avez la doctrine, les avis des auteurs, vous avez l'équité. Et par ailleurs, la pratique internationale avait montré que les actes unilatéraux, que ce soit ceux pris par les États ou par les organisations internationales, produisent des effets de droit. Et donc, ils sont source de droit international, ils sont créateurs de normes. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que vous prenez les conditions de validité des actes juridiques de façon générale. Donc, je fais par comparaison. Vous avez des conditions de fond et des conditions de forme. Quand les conditions de fond, il faut que l'acte soit valide, rendu par une autorité compétente, il faut que l'autorité ait la capacité de droit, il faut qu'il soit débarrassé de tout vice de consentement, pas d'erreur, pas de contrainte. Et par ailleurs, vous avez ce qu'on appelle les questions de forme. Et les questions de forme sont extrêmement importantes. Je ne parlerai même pas de la Convention sur la corruption, qui d'ailleurs, la Convention de Vienne de 69 avait mentionné cela. C'est comment rendre un acte juridique, c'est Aziz, opposable. Pour le rendre opposable, pour qu'il produise des effets de droit, il faut le porter à la connaissance des sujets de droit international. Les sujets classiques, on les connaît. Ce sont d'abord les États en tant que tels, donc avec qui Israël a des relations diplomatiques en bonne et due forme, et les organisations internationales gouvernementales, c'est-à-dire l'ONU, les organisations comme l'OMS, l'OMC. Moi, je crois que cette déclaration fait... c'est une jurisprudence. Franchement, ils ont ficelé, et je le crois fort bien, elle pourrait même inspirer d'autres États qui vont dans cette direction
Et c'est ce qu'on appelle la publicité. Alors, n'oubliez pas une chose importante, je crois que c'est l'article 103 de la Charte des Nations Unies qui considère le secrétaire général des Nations Unies comme le dépositaire des traités internationaux et donc par extension des actes. D'où l'utilité de cette mention. L'État d'Israël a veillé absolument que cette décision soit entourée de toutes les protections et de toutes les précautions juridiques. Très bien. Alors, Al-Halachi, dans sa réponse, là, on va d'une lettre à l'autre parce que les deux revêtent une importance extraordinaire. Dans les termes qui sont choisis, dans sa réponse, Sa Majesté se livre à une véritable plaidoirie sur la marocanité du Sahara en parlant de décisions justes et clairvoyantes et en évoquant et en invoquant aussi l'histoire. Alors, pourquoi juste et clairvoyante? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait en parler plus tard. Pourquoi juste et clairvoyante? Juste parce que nous parlons du royaume du Maroc, nous parlons d'un royaume millénaire, nous parlons d'un royaume en parlant du droit, de certaines sources du droit, c'est-à-dire la légitimité de cette, pas de la reconnaissance d'Israël, la légitimité du Maroc, de la souveraineté du Maroc sur ses territoires et sur son intégrité territoriale, elle est juste parce que cela remonte pas à hier ou à avant-hier, mais à des siècles passés et surtout l'acte d'allégeance. Et là, je reviens aux sources de droit international. Nous avons la coutume. La coutume est une source très importante. D'ailleurs, on n'arrive pas à les classer entre les traités. Est-ce que la coutume qui n'est pas codifiée a la même valeur? Entre les auteurs, il y a ceux qui trouvent que la coutume a plus parfois de valeur que la convention. De toute façon. Alors la coutume internationale, c'est quoi? La coutume, il a deux effets. C'est l'effet qui se répète, c'est-à-dire psychologique. Il a un effet matériel. Nous, on pense, et à juste titre, que l'allégeance, le serment de l'allégeance fait partie de la coutume internationale, parce que c'est quelque chose qui se répète et c'est une règle de droit. On n'a pas seulement l'impression, l'effet psychologique, qu'il produit une règle de droit, mais le droit international, c'est vrai, il est européocentriste, mais la coutume internationale, il prend... Voilà, elle est universelle. Donc, la reconnaissance de l'allégeance comme instrument de droit, c'est-à-dire au niveau du droit international, et c'est là où on voit la justice, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, mais aussi c'est l'histoire, c'est notre histoire, c'est le serment d'allégeance qui se faisait par les habitants et les tribus avec les sultans du Maroc. Donc voilà d'un point de vue, si vous voulez, historique et juridique, et puis clairvoyant, parce que c'est une dynamique, comme a dit mon collègue Zakaria, c'est une dynamique internationale où on voit que la communauté internationale et les puissants de ce monde, et enfin, les pays dans le monde entier, dans toutes les, je dirais dans tous les continents, qui commencent à aller dans cette dynamique de ce conflit artificiel, malheureusement un conflit hérité, un legs de quoi? Un legs de la guerre froide par la Libye et puis par l'Algérie. Et c'est un legs de la guerre froide. La guerre froide, elle est terminée. Et ces mouvements indépendantistes, tout cela, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, la vraie histoire, c'est l'histoire du Maroc avec son peuple, c'est-à-dire le peuple marocain, qu'il soit au nord ou au sud, qu'il soit du Sahara ou de l'Atlas ou du Rif. Nous sommes tous des Marocains. Et donc cette dynamique internationale qui donne au Maroc d'abord toute cette ressource pour aller de l'avant dans cette diplomatie. Et comme j'ai dit au début, Israël fait partie des puissants de ce monde. Et c'est très important par rapport à tout ce que nous partageons avec Israël. On parle sociologique, c'est-à-dire de la population. On a le 1/10 de la population qui est d'origine marocaine, mais aussi par rapport à ce que le Maroc est un acteur qui a toujours œuvré à la paix dans cette région, c'est-à-dire en parlant d'Israël. Justement, c'est l'un des aspects les plus importants. On reviendra sur cette question de paix au Moyen-Orient. Zakaria Boudrab, je voudrais revenir avec vous sur cette chose qui semble se dessiner dans les relations globales du monde arabe et islamique avec Israël. Alors, on a les accords d'Abraham, ça fait déjà plusieurs pays. Ensuite, on a les préparations à d'autres normalisations, on en parle, on n'en parle pas, on dit ça, on dit rien, comme on dit en français trivialement. Enfin bon, on sait qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et puis le fait qu'Israël converge désormais avec l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe dans sa reconnaissance de la marocanité du Sahara. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouvel ordre arabo-israélien, islamique-israélien, qui se dessine quelque part ? On peut dire que la dynamique a été impulsée il y a quelques années, c'est très récent, peut-être en 2020. En septembre, d'abord, ça a commencé avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn, mais évidemment, il faut remonter très loin. Il faut dire que l'Égypte a été précurseur
dans le cadre des accords de Camp David 78-79, grâce au parrainage américain. Mais aussi, n'oublions pas que le Maroc aussi a été précurseur. 86, à Ifrane, le roi Hassan II qui avait rencontré Shimon Peres à l'époque. Et puis toutes les réactions négatives. Puis il y avait la visite de Shimon Peres et Yitzhak Rabin en 92 ou 13, je pense. Voilà, après précisément la rencontre avec Yasser Arafat, parrainé par M. Bill Clinton. Tout à fait. Donc à l'époque, c'était les accords d'Oslo 1 et 2. Bon, on le sait par la suite torpillé, mais aujourd'hui, c'est vrai que la donne un peu a changé et même la constitution ou la composition du gouvernement actuel de M. Netanyahou n'a pas été chose facile. En décembre 2022, on sait très bien qu'il est amené à faire des tractations avec toute la population pour faire passer sa réforme concernant la justice. Ordre régional, c'est trop forcer le trait, mais on va dire qu'il y a des tentatives de recomposer. Mais j'ai écouté M. Herzog, le président de l'État hébreu, au Congrès américain, qui souhaitait qu'en fait que l'Arabie saoudite aille dans ce sens-là et s'inscrive dans le cadre. On parle d'un déplacement du centre de gravité du Moyen-Orient. Avant, c'était Israël-Palestine. Maintenant, c'est plutôt la péninsule. Donc, on peut parler on peut penser qu'Israël se rapproche de ce centre de gravité qui s'est déplacé. C'est son souhait. C'est son souhait. Moi, je crois qu'il faut également adopter une approche constructiviste, voir aussi le monde comment le voient les Israéliens. À un moment donné, il y a quand même une aspiration à la sécurité, à la stabilité. Moi, je ne pense pas que l'État d'Israël veuille toujours continuer dans cet état d'instabilité régionale, parce que quand même, c'est un réflexe de survie. Parce qu'il est entouré de zones de turbulence majeures, avec les infiltrations iraniennes, le Hezbollah, la Syrie, et j'en passe, vous voyez. Donc, il est de l'intérêt de l'État d'Israël de chercher des brèches sur le plan des opportunités géopolitiques, et c'était là la démarche, en fait, impulsée à partir de septembre 2020. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que peut-être il y a eu une sorte de réaménagement de l'agenda, peut-être régional ou international, impacté par deux choses, deux facteurs structurels. D'abord, la Covid-19, on le sait, la guerre en Ukraine, qui a un peu changé également les agendas même des États-Unis. D'ailleurs, M. Biden n'a fait qu'un seul déplacement qui a concerné Israël, la Palestine et l'Arabie saoudite, mais sans résultat tangible. Aujourd'hui, je le crois, on peut anticiper, c'est Aziz, avec la rencontre dite de Negev 2, qui probablement se tiendra, Inch'Allah, au Maroc, peut-être à la rentrée, lorsque le contexte politique aura été assaini, que cela va permettre peut-être de rallier, et à ce moment-là, on peut dire que nous sommes dans le cadre de la création d'une sorte de phase pour la reprise d'abord des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens, et de façon générale. On va y arriver en seconde partie, c'est le plus important. Parce que c'est l'une des parties les plus importantes de la lettre de Sa Majesté, cette question palestinienne. Je voudrais vous poser, alors pour pas que vous soyez surpris, il nous reste à peine 2 minutes avant de terminer la première partie. Question à vous deux sur le consulat israélien. Donc l'examen positif de l'ouverture d'un consulat. Donc à supposer que ce consulat soit ouvert, je suppose que de la manière dont ça a été exprimé, ça devrait être le cas dans pas très longtemps. Est-ce que l'ouverture de ce consulat ne pourrait-il pas conduire à 2 conséquences? D'abord, accélérer l'ouverture du fameux consulat à vocation économique dit dans la déclaration, prévu dans la déclaration tripartite du 22 décembre 2020, et ensuite dissuader les ennemis de l'intégrité territoriale à réaliser leurs menaces terroristes. Ils passent leur temps à dire que nous allons faire, nous allons faire. Oui, d'abord c'est une confirmation. C'est une confirmation de cette reconnaissance, l'existence d'un consulat, d'un État. Matériel. Oui, c'est une confirmation matérielle, express, formelle. Donc cette présence-là est très importante. Après, bien sûr, quand il y a une présence d'un consulat, il peut y avoir, comme vous avez dit tout à l'heure, pour dissuader, peut-être qu'il y aura, parce que certainement, ça permettra, moi je pense, sur le plan économique aussi, il va y avoir des installations, des investissements, donc une présence d'une population, enfin d'investisseurs dans cette région-là, et ils auront besoin d'avoir, c'est-à-dire une administration, un consulat au niveau de la région donc, de Dakhla. Très bien. Rapidement, en quelques pour secondes, moi, je vais faire un peu de prospective. Un consulat est d'abord conçu pour servir des ressortissants d'un pays dans un pays étranger. Donc, pourquoi l'existence de consulats? C'est pour servir ces ressortissants. On peut donc projeter sur 20 ans, 30 ans, il y aura massivement présence, surtout d'entreprises,
d'investisseurs étrangers établis dans une zone qui se transforme de façon structurelle et qui va devenir une sorte de hub régional et continental. Moi, je crois que c'est une dynamique. C'est la raison pour laquelle Sa Majesté a qualifié la décision israélienne de clairvoyante. Donc, elle a analysé les processus à l'œuvre et également dans le cadre d'une, comment on appelle ça, intelligence territoriale, une dynamique à l'œuvre au niveau de Dakhla et ailleurs aussi, à l'Aïeul. Et dans l'ensemble, je crois que ça va transformer la physionomie même de la région dans les années à venir. Dakhla, futur grand hub de l'Ouest africain. On se retrouve dans quelques secondes après la pause. Allez, on reprend cette deuxième partie du débrief consacré à cette actualité très importante de la reconnaissance de l'intégrité territoriale du Maroc par l'État d'Israël. Allez, Harichi, la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, ainsi que la position maintes fois exprimée par le souverain en sa qualité de président du comité Al-Quds sur l'importance de préserver le statut spécial de la ville sacrée de Jérusalem pour les trois religions monothéistes. Est-ce que ce rapprochement entre les deux pays ne conforte pas, ne renforce pas donc cet attachement du Maroc à promouvoir la paix au Moyen-Orient? On n'oublie pas, on peut parler du Sahara, on parle mais on revient toujours au roi président du comité Al-Quds et donc à la centralité de la question de la ville d'Al-Quds. La position du Maroc, du royaume chérifien, elle est constante, inébranlable par rapport à la question palestinienne. Le Maroc, depuis le début de ce conflit-là, il a toujours soutenu la Palestine, que ce soit par les armes, c'est-à-dire par l'armée marocaine qui est partie en 72-73 dans la guerre, c'est-à-dire au Golan, c'est-à-dire au niveau de la Syrie. De toute façon, c'était le conflit, donc la guerre arabo-israélienne. On ne parlait pas de conflit palestinien et israélien, on parlait plutôt de conflit arabo-israélien. Et puis, avec toutes les initiatives que le Maroc a prises pour résoudre ce problème. Tout à l'heure, vous avez cité donc l'arrivée de M. Shimon Peres à Ifra en 1986. Quand on parle des accords d'Oslo, des accords de paix de 1993, où les Palestiniens, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, a accepté la solution des deux peuples, deux États, donc cette solution, cet accord de paix, le Maroc y a contribué, c'est-à-dire en tant que médiateur. Et puis maintenant, depuis tout ce qui arrive dans cette région, le Maroc, sa position, elle est claire. Quand il y a des incursions, quand il y a c'est-à-dire sa position par rapport à la Palestine n'a jamais changé et ne changera pas. Comme j'ai dit, il est inébranlable. D'ailleurs, on a vu, il n'y a même pas 15 jours, 3 semaines, quand il y a eu des problèmes, c'est-à-dire au niveau, je pense, de la Cisjordanie, la déclaration du ministre des Affaires étrangères était très claire. Nous, à Jénine, le Maroc s'est séparé, c'est-à-dire, oui, Israël est un ami, est un allié, mais le Maroc, c'est-à-dire par rapport à la question palestinienne, il est clair. Et la solution des deux États, elle est réclamée et proclamée par l'autorité palestinienne et par les Palestiniens, et aussi par l'État d'Israël. Le Maroc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de ce conflit qui malheureusement, le Maroc joue le rôle de médiateur, c'est-à-dire de bonne foi, et le Maroc est un acteur qui reçoit la confiance de la communauté internationale, parce qu'il a toujours joué ce rôle. Il ne fait pas de la cause palestinienne un fonds de commerce. Au contraire, il défend la cause palestinienne. Tout à l'heure, avant d'arriver, j'avais vu qu'il y avait les colonies de vacances pour les enfants palestiniens, d'ailleurs par Beit al-Quds. Donc on voit que le Maroc a toujours défendu la cause palestinienne, mais aujourd'hui, il la défend toujours, mais dans la solution de paix, de médiateur. Et c'est ce que d'ailleurs le souverain a dit dans sa lettre à M. Netanyahou, au Premier ministre, que le Maroc est un faiseur de paix, est un faiseur de la sécurité. Et je pense que le temps est venu. Et j'espère que cette reconnaissance faite par l'État d'Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain soit un moment de paix, peut-être au niveau du Negev, où l'autorité palestinienne va s'asseoir avec l'État d'Israël, avec la médiation du Maroc, pour trouver vraiment une solution de paix pour un conflit qui a quand même trop duré. Tout le monde n'a peut-être pas compris que les temps ont changé, que les paradigmes ont évolué et que maintenant, au lieu d'être fâchés et disputés, on peut être amis, on peut être alliés et discuter d'autres choses. Vous avez compris l'allusion, très certainement.
parler de nos chers voisins, les Algériens, qui n'ont pas voulu comprendre que cette question la question palestinienne est la centralité de la politique marocaine depuis 70 ans, depuis que le problème existait. Khalil Abou Tahab, Sa Majesté le Roi fait clairement et explicitement référence à la déclaration tripartite États-Unis, Israël, Maroc, signée le 22 décembre 2020, qui reconnaît, je cite, qui reconnaît le rôle historique dont le Maroc s'est toujours acquitté pour le rapprochement des peuples et la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Fin de citation. L'expression a été citée par Ali, le roi, donc faiseur de paix, mais maintenant sur la base d'un engagement écrit de Benyamin Netanyahou, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui peut changer? L'approche marocaine, comme ça a été dit par Si Ali, c'est d'abord une approche dialogique. De tout temps, on était dans une perspective d'abord de dialogue, non seulement par rapport à la question palestinienne en tant que telle, mais tout simplement, et là c'est une singularité marocaine, du fait qu'il y a des Marocains de confession juive et que beaucoup de Marocains de confession juive sont établis à Israël et ailleurs. Et alors ce qui fait cette singularité, je crois, à sa force de frappe et rend le Maroc aussi moralement responsable par rapport à la recherche de voies pour la solution du problème. Or, le Maroc n'agit pas seul dans ce cadre-là, puisque, comme vous le savez bien, c'est l'un des conflits les plus compliqués. Il y a les résolutions onusiennes, certes, qui sont là, tant bien que mal, on tentait un peu de dégager quelques perspectives. Mais la donne géopolitique, elle est aussi compliquée. C'est un facteur d'aggravation. Et surtout, la donne, je le crois, peut-être est un peu plus compliquée aujourd'hui, avec cette reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ça a été une certaine surprise. Ceci dit, il y a, si vous voulez, les poteaux indicateurs qui structurent l'action du Maroc au niveau du Proche-Orient ou du Moyen-Orient. C'est d'abord le consensus arabe, parce qu'il faut dire que la proposition que la Ligue arabe a actée en 2002 était qu'il faudrait absolument créer, consolider deux États. L'État israélien existe depuis mai 1948, mais acter l'existence juridique de l'État palestinien, qui est un État observateur auprès de l'ONU, il ne faut pas l'oublier, mais également ailleurs, il est de plein exercice, et considérer que Al-Quds, c'est une terre pour les trois religions monothéistes, mais retenir Al-Quds Sharqiya comme capitale pour les Palestiniens. C'est la voie du salut, les Israéliens le savent très bien. Mais le problème réside où? Dans le fait que politiquement, pour gérer cela, chaque gouvernement doit composer avec les ultranationalistes. Ce n'est pas une chose facile. Parce que de toutes les façons, la politique, c'est l'art du possible et du souhaitable. Et le Maroc, traditionnellement, historiquement, c'est toujours inscrit dans ce paradigme de la modération, de la négociation. Cette reconnaissance aujourd'hui, voire même, c'est Aziz, tu l'as bien dit, la déclaration tripartite du 22 décembre 2020, au moins établit un cadre, elle rappelle les constances du royaume, et en même temps, nous souhaitons, parce que c'est un souhait aujourd'hui, que le gouvernement actuel, c'est très délicat, de M. Netanyahou puisse engager, avec aussi les Américains, avec les Européens, avec toutes les parties dotées de bonnes intentions, pour aider à la solution de ce problème. Et le Maroc sera évidemment présent dans les forats internationaux pour défendre toujours les droits des Palestiniens, les droits historiques, mais en même temps pour aller dans le sens de la recherche d'une solution médiane qui puisse préserver les droits et les intérêts des uns et des autres. Alors, une question à vous deux. La visite prévue, puisque Sa Majesté le Roi a invité le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à se rendre au Maroc, selon un agenda qui sera convenu par la suite par voie diplomatique et par canal diplomatique, comme disait le souverain. En quoi cette visite, donc, pour vous deux, serait une visite historique? C'est une visite historique. Historique, sans galvauder le terme. Il y a pas beaucoup de choses qui peuvent être historiques, mais là, elle est véritablement historique. Oui, historique par rapport à la situation, parce qu'il y a une évolution. On parle aujourd'hui d'un monde après la guerre froide, d'un monde qui cherche la réconciliation. Et le rôle du Maroc est historique dans le sens où beaucoup de pays arabes, c'est-à-dire que ce soit les pays qui ont adhéré à l'accord d'Abraham ou d'autres pays qui arrivent et qui veulent, c'est-à-dire avoir cette, on va dire, je dirais pas réconciliation ou normalisation avec l'État d'Israël. Bon, après, nous avons vu, vous avez parlé de l'Arabie saoudite et de l'Iran, de ce rapprochement. Est-ce que ça va, on peut se poser la question, est-ce que ça va éloigner l'Arabie saoudite de ce process, ou encore est-ce qu'il y a autre chose qui peut arriver, c'est-à-dire une réconciliation cette fois-ci
Je parle de réconciliation dans toute la région. Si l'Arabie saoudite et l'Iran ont pu arriver après des conflits, que ce soit, je dirais, de point de vue racial, si vous voulez, de point de vue même religieux, puisqu'on parle de chiites et de sunnites, et qu'il y avait une impossibilité, mais la politique est l'art du possible, comme vous avez dit, Zakaria, que ces deux États se réconcilient, ils se sont réconciliés. Peut-être que dans ce sens-là, il y aurait une réconciliation générale, puisque, in fine, c'est quoi? C'est la recherche de la paix et la sécurité de toute la région. Et aujourd'hui, dans les relations internationales, on cherche le compromis. Le compromis est devenu quelque chose, une théorie, si vous voulez, dans les relations internationales, qui permet d'aller de l'avant. Parce que tout le monde croit avoir raison, mais tout le monde n'a pas raison. Alors il faut s'asseoir autour d'une table et trouver toujours des solutions. Je pense que cette prospective de cette visite peut aller dans ce sens-là, d'abord pour réconcilier, si vous voulez, les Palestiniens d'abord et l'État d'Israël, et trouver cette solution, et peut-être, pourquoi pas, dans un grand Proche-Orient, Moyen-Orient, qui sera réconcilié, et parce que c'est l'un des les points où il y a le plus de tensions dans le monde. S'il y a une réconciliation dans cette région-là, je pense que la paix peut durer un petit peu, je ne dirais pas ad vitam aeternam, mais au moins pour une très bonne aussi longtemps que possible. Même question pour vous, en quoi cette visite serait historique? Alors, avant la déclaration tripartite, il y a eu des articles de presse un peu partout en Europe qui parlaient de Benjamin Netanyahou qui viendrait au Maroc, qui voudrait venir au Maroc. Mais là, c'est une invitation officielle qui a été formulée par le roi du Maroc au Premier ministre israélien. Comment voyez-vous, où voyez-vous l'historicité, si vous voulez, de cette visite? D'abord, je la vois dans le cadre psychologique. Elle va casser, si vous voulez, un peu des barrières. Elle va affranchir cette visite, on va dire, des obstacles épistémologiques, comme disait Bachelard, cette fois-ci psychologique. Parce que de toutes les façons, M. Netanyahou, c'est le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Il a été élu de façon démocratique. Il représente aussi un État. Et deuxièmement, ce sont des actes souverains de part et d'autre. Donc c'est une invitation solennelle. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la symbolique, mais aussi, il faut le dire, parce que quand on vient avec un staff, on élargit le spectre de la coopération. Donc on vient avec des ministres de transport, de l'eau, recherche, développement. Et par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, comme le Maroc, c'est une terre de religion, de civilisation et de culture, l'apport juif à la culture et à la civilisation marocaine a été souligné d'emblée par le préambule de la Constitution. Oui. Donc au final, il va visiter un pays avec qui il a aussi des racines, directement ou indirectement. Mais je le crois que c'est un courage de la part de Sa Majesté le Roi. Il faut également voir en cela une invitation, donc elle est solennelle. En même temps, elle va ouvrir des perspectives plurielles. Troisièmement, elle va, et c'est l'intelligence de Sa Majesté, non pas forcer, mais un peu pousser plus M. Netanyahou à réfléchir à la nécessité aujourd'hui de contribuer à la construction d'une paix qui est souhaitée, qui est aujourd'hui impérieuse. Vous comprenez? Donc c'est cela, à mon sens, une manière peut-être... Alors justement, je saisis la balle au bon. Dans sa lettre, encore une fois, Sa Majesté le Roi fait très clairement référence au processus de paix qui a été déjà prévu dans la déclaration tripartite du 22 décembre. Donc, et la garantie américaine de la promotion de la paix. Que dit Sa Majesté? Cette visite sera aussi une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l'esprit le contenu de la déclaration tripartite signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les États-Unis et l'État d'Israël, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien. Fin de citation. On revient donc à cette déclaration tripartite. La déclaration tripartite mentionne clairement donc cette garantie américaine de ce processus de paix. Et donc voilà, je vous invite, Monsieur le Premier ministre, mais nous allons parler de ça. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont les principes directeurs et opératoires devant guider tout pour parler concernant cette question-là centrale, qui n'est pas seulement celle des Marocains, mais de toute la Oumma, si vous voulez, arabo-musulmane. Ce ne sera pas chose facile, ça, on le sait. Mais la délicatesse et comment dirais-je, l'enjeu, le défi, c'est de surmonter tous ces obstacles. Il n'y a pas d'impossible en diplomatie.
savez, c'est la symbolique du soldat et du diplomate de Raymond Aron, le grand stratège, etc. Mais c'est aussi une négociation, je ne dirais pas d'usure, sur le long terme qui doit s'inscrire, parce que la finalité ultime, c'est de créer une sorte de, comment dirais-je, créer les conditions d'une paix durable, mais parrainée par les Nations Unies, parrainée par les grandes puissances de ce monde. Il y a des récalcitrants, il y a ceux qui tirent profit de l'existence d'un blocage éternel cette fois-ci. Ils en font leur fonds de commerce. Il y en a ceux qui sont dans la négation, dans le nihilisme, et ils ne font rien et ne laissent pas les autres travailler. Le Maroc est courageux, il est proactif. On supporte les critiques à court terme, mais au final, nous sommes gagnants sur le long terme. Il lit les contextes et il fait avec commentaire à Al-Harichi sur cette référence à la déclaration tripartite et donc, encore une fois, à l'implication des États-Unis dans le processus de paix. Oui, ça veut dire que le Maroc, quand il a entrepris cette action, il a adhéré à cet accord d'Abraham, il y avait aussi, c'est surtout ça, dans cette déclaration tripartite, c'est-à-dire trouver la paix et une paix durable, comme vous l'avez si bien dit. Oui, Raymond Aron qui parle de paix parfois impossible, ou de guerre impossible et guerre improbable. Et maintenant, il faut trouver une paix, et il faut trouver la paix, parce que cette paix-là, finalement, il ne concerne pas que cette région-là, il concerne, je dirais, en allant de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, mais aussi il concerne le monde entier. Parce que quand on parle des puissances, des enjeux, on a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui se passe, les guerres entre l'Irak et l'Iran, les conflits ne mènent à rien. Aujourd'hui, je reviens au compromis et à la solution et à la recherche de la paix. Et je pense qu'effectivement, cette invitation faite par Sa Majesté est très importante et d'une manière solennelle. Et ça va permettre, je l'espère, et nous l'espérons tous, une réconciliation et une paix durable entre l'État de la Palestine, nous l'espérons, puisque comme vous l'avez bien dit, c'est un État observateur au niveau des Nations Unies, et qui devient l'État de la Palestine et l'État d'Israël. Donc le Maroc, accélérateur de l'histoire. Il nous reste à peu près 2-3 minutes. Le momentum choisi est idéal, dit encore le souverain dans sa lettre. En effet, depuis que les relations ont été suspendues au début des années 2000 et qu'elles ont repris donc en décembre 2020, le rythme a été très élevé et très haut. Alors on en est où maintenant au niveau des relations économiques, touristiques, technologiques, industrielles? Les relations économiques, en parlant, tout à l'heure on a parlé de consulat. Donc il y aura des ressortissants, il y aura des investisseurs. Le Maroc, il a montré ses compétences, que ce soit au niveau de l'automobile, que ce soit au niveau de l'aéronautique, que ce soit au niveau de l'industrie agroalimentaire. Et de l'autre côté, nous avons Israël, qui est très performante dans l'agritech, dans la technologie. Donc c'est une complémentarité, je dirais peut-être une interdépendance. Chacun peut apporter à l'autre, d'autant plus que le Maroc est la porte de l'Afrique. Le Maroc, on revient, c'est l'acteur fiable, crédible, et c'est la porte de l'Afrique. Donc les investisseurs qui viennent d'Israël, avec les compétences que nous avons au Maroc, ça va devenir un hub. Nous avons peut-être oublié de parler tout à l'heure aussi de ce port atlantique, quand on parle de Dakhla. Donc tout cela fait qu'économiquement, si on voit les chiffres en 2020, entre 2020 et 2022, il y a une augmentation de presque 170%. Et déjà ce premier trimestre-là de 2023, il y a une augmentation par rapport au trimestre de l'année dernière. Et c'est des relations qui sont en train de se construire entre le politique, le géopolitique et l'économique. Très rapidement, Zakaria Bouttaheb, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Énormément de choses. Vous savez, on va c'est vraiment très rapide. Ben oui, les années prochaines, on a une intensification de l'interdépendance et ce matelas d'intérêt qui va nous lier. Je vois deuxièmement qu'Israël a besoin d'ouverture géopolitique majeure, géostratégique, accès à l'Atlantique de façon géopolitique. La Méditerranée, je la vois aussi comme étant un creuset commun. Israël a un statut avancé avec l'Union européenne, idem pour le Maroc. Triangulation, bienvenue, évidemment, ça on le sait de façon opérationnelle. Israël aussi a besoin d'alliés et en même temps des passerelles, si vous voulez. Le Maroc, puissance relationnelle, il a aussi besoin du know-how. Il a fait ses preuves dans pas mal de secteurs de pointe. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans une convergence tous azimuts. Et je le crois fort bien que lorsque les deux génies des deux États, il faut le dire, se rencontrent, ils vont produire des effets considérables. Et Ibn Maymoun, Averroès, je crois, en Andalousie, sont le symbole de cette rencontre de deux génies arabo, musulmans et juifs
qui ont donné On beaucoup à retrouve ça l'humanité. presque un millénaire après. Encore une fois, félicitations à Sa Majesté pour cette belle reconnaissance. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Zakaria. Avec plaisir, Merci à vous, Al-Harissi. Merci à vous et à la semaine prochaine.